Congo Avenir. J'ai tous suivi depuis les matins ou depuis hier les nouvelles sur le massacre d'entre 50 et 100 compatriotes à Kishiché en zone sous occupation du M23. Massacre commis en représailles simplement parce que les compatriotes ont dit non aux forces d'occupation. Nous apprenons aussi que des enfants sont enrôlés dans les travaux forcés, des violences qui sont faites sur les femmes. Nous aurons l'occasion de faire le point sur le sujet avec le ministre des Droits humains qui est avec moi ce soir. Nous aurons aussi, comme nous l'avions dit dans nos précédents entretiens, avoir l'occasion de faire le point de la situation humanitaire avec le ministre de la Solidarité et Affaires humanitaires. Avec lui, nous allons aussi parler de C'était le temps qui a été annoncé et des détails de comment cela va s'organiser pour essayer de, à travers l'élan de solidarité, à mobiliser ce que nous pouvons mobiliser pour venir en appui, en soutien aux populations à l'est de la République démocratique du Congo. Et tout à l'heure, le porte-parole militaire a fait une communication parce que depuis ce matin, les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais ont violé les cessez-le-feu, donc ont violé le communiqué de Luanda tel que stipulé par les chefs d'État. En accord avec la technique, je voudrais que nous puissions commencer par écouter le porte-parole de l'armée, le général Ekenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, pendant qu'elle observe scrupuleusement le cessez-le-feu, conformément à la décision des chefs d'État prise au mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M23 ont attaqué ce jeudi 1er décembre 2022 les positions des FARDC tenues par le 34 10e régiment d'infanterie à Kalima, à hauteur du pont sur la rivière Rwindi, dans le groupement Bambo, chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Cette offensive déclenchée par les forces de défense du Rwanda démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali, déterminé à saboter les décisions des chefs d'État de la sous-région, ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, malgré la feuille de route contraignante du mini-sommet de Luanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sur le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectifs et en matériel en provenance du Rwanda. En outre, face au refus des populations de se soumettre à leur dictat, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 procèdent au massacre des civils innocents et sans défense dans le territoire de Rutshuru. Le dernier cas en date est celui de 50 civils congolais lâchement assassinés mardi le 29 novembre 2022 à Kishiché, localité située dans le groupement des Bambu, chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Plusieurs autres civils sont aujourd'hui portés disparus ou kidnappés par la horde des terroristes. Voilà, c'était donc un extrait de la prise de parole du porte-parole militaire de l'armée qui faisait le point de la situation sur le terrain après la violation du cessez-le-feu, comme dit tout à l'heure, mais aussi après le massacre perpétré il y a quelques jours par les terroristes du M23. À ces propos, justement, je voudrais passer la parole à mon collègue de droits humains parce que, comme je le disais, nous sommes sur 4 fronts.
le front judiciaire, le front médiatique, le front militaire et les fronts diplomatiques. Pour ce qui concerne le front judiciaire, le ministre des Droits humains est parmi nos généraux. Permettez l'utilisation de cette image qui, de près, suivent toute cette situation sur place où les femmes sont violentées, où les enfants ou les jeunes sont enrôlés des forces pour des travaux forcés par les terroristes du M23. Toutes ces questions sont suivies de près parce que nous pensons que le moment venu, la justice doit se lire. Je voudrais donc passer la parole à l'honorable Fabrice Puela pour ces mots. Merci beaucoup. L'heure est grave. Tout le monde et tous ceux qui sont épris d'esprit de paix pensaient qu'après le mini-sommet de Luanda du 23 novembre, que nous observions un moment d'accalmie, de cesser le feu, effectivement comme cela a été déclaré, décrété. Malheureusement, on a abusé de notre bonne foi pour faire ce qui est fait et non seulement se livrant à une guerre comme cela devrait l'être, mais en enrôlant les enfants dans l'armée, en utilisant même ces enfants pour des travaux forcés. Nous sommes en train de nous atteler et les éléments qui nous parviennent, des éléments suffisamment concordants et qui sont documentés et dont nous nous servirons les moments venus, attestent à ne point douter que les mouvements terroristes avec l'armée rwandaise qui est derrière ces mouvements justement enrôlent les armées et les enfants, enrôlent les enfants, les utilisent comme boucliers humains et les utilisent également dans des travaux forcés, outre le fait qu'ils s'adonnent à utiliser le viol comme arme de guerre. Cela est très grave sur le plan des droits humains. Nous ne cesserons de les dénoncer et cela est d'une extrême gravité et nous nous employons à enrichir les livres blancs que nous préparons, que nous documentons et la justice internationale devrait s'occuper de ces cas particuliers de violations manifestes des droits humains. Voilà, merci Monsieur le Ministre pour vos mots. Nous aurons l'occasion de revenir dans ces débats, notamment sur les dispositifs que vous mettez en place pour assurer l'accompagnement pour toutes ces femmes qui sont victimes de ces violences, travail que vous faites d'ailleurs avec la distinguée Première Dame. Nous allons passer la parole au ministre de la Solidarité parce que, comme vous le savez, le premier point sur lequel nous revenons dans nos réunions de sécurité autour du Premier ministre, c'est d'abord la situation humanitaire. Nous en étions il y a quelques jours à plus ou moins 400 000 compatriotes qui ont besoin d'abri, besoin d'eau. Le gouvernement fait sa part de manière régulière et nous sommes d'ailleurs, dans le cadre du Téléthon, en train de nous organiser pour que le ministre puisse encore retourner sur les lieux avec l'appui du gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je voudrais, Patrick Mouyaya, que nous puissions noter au départ que notre pays vit un drame humanitaire grave. Nous avons sur tout le pays un déplacement massif de plus ou moins 5 600 000 personnes. Pour la seule province de l'Ituri, nous pouvons dénombrer 1 600 000 et pour le Nord Kivu, 1 800 000. De ces déplacements massifs, le plus cruel, c'est celui qui s'est déroulé dernièrement avec la prise de Rutshuru et une partie de Kibumba par les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise. Le choc, les conséquences de ce drame font qu'il y a des milliers de parents, des milliers d'enfants, des femmes et des hommes qui errent sur les routes, qui sont dans la forêt et dans la brousse, qui arrivent parfois dans des territoires où il y a encore la paix, mais qui manquent d'abri, qui manquent de l'eau, qui manquent de la nourriture, qui manquent ce qu'il faut pour se faire soigner, mais surtout qui ont vu leurs enfants déscolarisés
et qui les prennent sans solution pour leur vie future. Cette situation est d'autant plus dramatique que le président de la République, touché, choqué, a pu lancer un appel à la population pour faire appel à un élan de solidarité pour aider ces populations qui sont sans espoir. Mais l'espoir peut renaître parce que le chef de l'État nous a demandé à nous tous de prendre conscience et de lancer un élan de solidarité en leur faveur. Ce que nous sommes en train de préparer. C'est pour ça que nous avions déjà annoncé que le 5 décembre prochain, nous allons organiser dans ce studio un téléthon qui va voir l'élan de solidarité et le soutien que nous chantons tous les jours en faveur de traumatisés, en faveur de sa famille, en faveur des malades. Nous allons revenir sur l'organisation de ce téléthon, une réponse positive, une réponse rapide à l'appel du président de la République. Voilà, merci pour vos mots introductifs. On a voulu être bref pour nous permettre d'enregistrer vos questions et d'être le plus clair possible sur la situation sur le terrain. Ceci pour nous permettre d'être sûr que nous avons donné les informations dans le détail. On va commencer la série des questions avec Marlon Kachamou. Bonsoir, Monsieur le Ministre. J'ai une question pour le ministre de la Communication et Médias. Vous avez suivi avec nous les déclarations du président rwandais Paul Kagame devant les parlementaires. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez émettre comme commentaire ou encore une réaction, mais aussi quelle est la réaction du gouvernement de la République démocratique du Congo par rapport à ce que Paul Kagame a déclaré devant les parlementaires? Et une petite deuxième question, la force régionale rassure, assure ou énerve la population congolaise? Merci. Alors, à votre première question, bon, le gouvernement ne va pas se réunir pour réagir aux propos qui ont été dits. Je me demande bien si ceux qui préparent le note du président Kagame avaient bien fait leur travail, parce qu'il est très en retard. Je crois que ces discours, il aurait dû le prononcer il y a une semaine, où il a été un peu distrait, il n'a pas suivi l'actualité congolaise qu'il affectionne tant, parce que j'ai cru comprendre qu'il est très friand de nos différents passages dans la presse internationale, parce qu'il est revenu déçu. C'est bien pour lui parce que ça lui permet d'avoir des éléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élections, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que la liberté des manifestations existe au Rwanda? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir? Quelle a été la méthode qui a été utilisée? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1% ou 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est le dernier sur la ligne, c'est connu. Après, nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif, je pense, à sa déception, de toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle
en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il se présente, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises. Au nom de quel mandat? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire, parce que son ambition aujourd'hui, c'est de déstabiliser politiquement le président Tshisekedi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Je pense que certains de ses alliés les lui ont dit que ce n'est pas parce que vous agitez un mouvement terroriste que vous avez fait renaître, parce que c'est la violence qui vous a toujours guidé, et vous pensez que cela est suffisant pour perturber non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo, nous faisons de progrès. Et je pense que le fait que le Congo est revenu sur la scène internationale pour prendre finalement sa place le gêne beaucoup. C'est cette volonté permanente de s'assurer que le Congo est fragilisé qui les guide. Et aujourd'hui, les pas faits par le président Tshisekedi et les différents progrès les gênent dans sa politique. Il faut les saboter. Parce que les calculs derrière, ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tous qu'il a de relais ici. Nous savons tous qu'il s'est particulièrement rapproché de certains hommes politiques ici pour s'assurer qu'en 2023, il ait des personnes qui sont à sa disposition pour continuer sa politique de bradage et de pillage. Il est évident que le président de la République, à son arrivée, la stratégie diplomatique, c'était une stratégie d'ouverture. Venez, nous pouvons travailler ensemble pour les biens de nos populations respectives. C'est même dans cette trame que nous avons adhéré à la Eastern African Community. Mais malheureusement, les schémas qui veulent que la paix soit restaurée, qui veut que nous parlons économie de manière transparente, n'est pas les schémas qui l'arrangent. Et parce que ça ne l'arrange pas, il faut trouver des moyens pour perturber. Mais je pense que cette guerre qui fait en République démocratique du Congo, c'est une guerre des trop. Regardez les massacres des Kishiché, localités occupées par les terroristes du M23 et des ADF. Les populations qui disent non sont massacrées nuitamment, des porte à porte. Des porte à porte. Des jeunes sont en relais de force. Mais le responsable de tout ça, c'est qui finalement, si ce n'est pas lui? Je pense qu'il est possible pour lui aujourd'hui, parce que j'ai entendu aussi qu'il a parlé de paix, d'être un véritable acteur de paix. Et s'il est tant préoccupé par l'organisation des élections en République démocratique du Congo, il peut demander à ses troupes et ses M23 de vider les lieux. Ce n'est pas difficile. C'est ce qui est prévu, parce que lui, il pense que c'est les prétextes que nous voulons utiliser. Encore que si c'était là, cela le prétexte, on n'aurait pas fait notre part pour ce qui concerne l'organisation des élections. Je pense que, de toute évidence, sur la démocratie, il peut encore apprendre des leçons chez nous, parce que vous avez vu, par exemple, hier, l'exercice que le président de la République a eu avec les jeunes. Je ne suis pas sûr que dans son pays c'est possible, mais bon, voyons voir avec le temps, comme il nous suit souvent, peut-être qu'il va prendre quelques petites leçons qui vont lui permettre d'être plus démocrate et de permettre aux Rwandais de s'exprimer plus librement. Alors, sur votre deuxième question à propos de la force régionale, il faut partir d'une constante. C'est qu'aujourd'hui, une partie d'opinion, d'ailleurs, a raison, a de réserves sur ce qui concerne ces forces qui viennent en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, je ne voudrais pas parler d'entrer comme vous dans un jeu de verbes, rassurer, n'est pas rassurer, mais ici, cette force a une mission. Cette force a une mission qui est précise. Et d'ailleurs, au moment où nous parlons, vous suivez qu'il y a maintenant quotidiennement des contingents kenyans qui arrivent. Je pense que jusqu'à demain ou ce week-end, tous les 900 seront arrivés pour voir dans quelle mesure ils doivent faire le travail pour lequel ils sont là. C'est ce qui est plus important pour nous et donc nous attendons que cela s'efface parce que ce que nous voulons au bout du compte, au bout de tout ça, c'est le retour à la paix. Prochaine question, Richard Chako. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Au ministre Mutinga, par rapport au téléthon que vous organisez tout prochainement, est-ce que vous avez une idée sur
ce que vous attendez récolter par rapport aux besoins humanitaires de la population victime de combats dans l'Est. Ces questions toujours à vous, monsieur le ministre. Apparemment, nous oublions souvent les déplacés de Kwamut et Bagata, alors qu'on signale aussi une crise humanitaire dans le chef de cette population-là. Au ministre Pouela, je voudrais que monsieur le ministre, vous puissiez commenter un peu les cas de justice populaire qui sont recensés, ça et là, notamment dans les Grands Bandundu et aussi dans l'Est du pays où on voit la population se faire justice en brûlant vif même certaines personnes qui sont soupçonnées de pactiser avec l'ennemi. Et pour le ministre Mouyaya, quelles sont les dernières nouvelles de Nairobi? On a appris que les travaux ont été suspendus aujourd'hui à cause des mouvements suspects qu'on aurait... À cause d'une infiltration. Parce qu'on a mis des puces sur les matériels d'édition, parce qu'on est à tout prix déterminé à suivre la politique congolaise à influer. Et on a aussi dit que la communauté Banyamulenge a suspendu sa participation parce qu'elle s'est dit victime de nettoyage ethnique et demande au gouvernement de retirer le régime qui est à Minembwe, qui est complice de ça. Merci. Bon, écoutez, de toute façon, sur les discussions de Nairobi, c'est tout à fait normal qu'à des moments précis qu'il y ait des difficultés, parce que on prend des représentants des groupes armés et dans certains coins il y a des cas de violence, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait parfois des soubresauts. Pour ce qui concerne, j'ai vu évidemment des déclarations de la communauté, je vais me référer tout à l'heure au mandataire spécial pour savoir ce qui a été dit, ce qui a été décidé, mais je pense ici qu'il y a une constante. La constante, c'est de vouloir le retour à la paix, et le retour à la paix passe par ces discussions. Et donc, quels que soient les écueils qu'on peut avoir sur le chemin, on va discuter pour les surmonter, parce que la volonté du gouvernement est très claire à ces sujets. Alors, sur l'autre volet, de votre question, c'est malheureux justement de noter qu'il y a cette forme d'obsession sur tout ce qui se passe en RDC, où on veut à tout prix avoir les contrôles. J'ai vu, comme vous, la dépêche de Giscard Koussema, on en saura davantage, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de continuer. Si suspension il y a eu, c'est sûrement pour quelques heures, le temps d'être sûr de la sécurité, le temps d'être sûr que ceux qui y prennent part sont de personnes habilitées, qui ont été accréditées et qui sont là pour ça. Parce qu'il faut éviter qu'il y ait justement de troubles faits ou des gens qui viennent pour faire le relais, pour s'assurer de faire capoter cette initiative qui est perçue comme une initiative salutaire pour les partis de l'Est de la RDC. Je vais passer la parole à mon collègue Pouela pour répondre à votre préoccupation. Merci beaucoup. Avant de rencontrer votre préoccupation, j'aimerais compléter mon introduction. Lorsque nous avons eu à dénoncer, à épingler les cas de graves violations de droits humains qui sont perpétrés dans les zones occupées par le Rwanda à travers le M23, la République démocratique du Congo, après tout ce que nous avons connu de par le passé, depuis 1993, s'est lancée dans un processus de justice transitionnelle qui se focalise sur les victimes des graves massacres que nous avons connus, que ce soit au Congo central dans le dossier Bundudia Congo, chez les Enyele à l'Équateur ou à Yumbi dans le Maïndombe, dans les Kasaï, avec le dossier Kamona Sapo, vous vous en doutez, dans l'espace Katanga, au nord et au sud Kivu, n'en parlons pas, et dans l'ex-province orientale. Et c'est cette justice transitionnelle, justement, outre la vérité qu'il faut connaître, faire connaître aux différentes victimes et aux différents acteurs, il faut une justice. Il faut que les bourreaux répondent, et les acteurs matériels et les acteurs moraux, il faut que tous répondent devant les cours et tribunaux. Et après, c'est là que nous ayons une réparation. Pas une indemnisation, mais une réparation, parce que l'action publique, je parle sous le contrôle de tous les juristes qui nous suivent, la justice classique a montré ses limites dans la mesure où l'action publique s'éteint lorsqu'on ne sait pas mettre la main sur l'auteur de l'infraction, ou lorsque cet auteur de l'infraction meurt, ou lorsque les faits sont prescrits.
mais les conséquences demeurent. Il faut que l'État, qui a une certaine responsabilité, réponde, répare. Et après cette réparation, il faut des garanties de non-répétition. Et nous saluons l'implication de la Première Dame aux côtés de notre ministère, des experts de notre cabinet, dont les services de la Première Dame, dans le cadre de l'implémentation de cette justice transitionnelle pour rencontrer tant soit peu les victimes de ces violences sexuelles et autres crimes graves violation des droits humanitaires, pour une réparation, pour réconcilier les peuples avec la République démocratique du Congo, notre cher pays. Et c'est ainsi que vous apprendrez dans les jours qui viennent la mise, la signature d'un décret portant création d'un fonds national pour la réparation justement. Mais ce qui est triste, qui est regrettable, c'est qu'au moment où de grands efforts comme ça sont fournis, que l'Assemblée nationale et le Sénat sont en train de voter des lois sur les réparations pour avoir des instruments légaux pour cette réparation, on continue à commettre les mêmes crimes que nous avons dénoncés, des crimes pour lesquels nous devons rencontrer les bénéficiaires de ces différentes réparations. Et la loi sur les réparations est en examen à l'Assemblée nationale. Je pense que d'ici là, pourront finir et nous espérons que le Sénat s'en occupera aussi pour que cette loi soit promulguée par le chef de l'État avant la fin de la session en cours. Vous avez posé une question sur la justice populaire. Il est important que nous sachions, bien qu'étant dans un état de guerre, nous n'avons pas le droit d'user de la force. Il est important que nous soyons vigilants en répondant à l'appel du chef de l'État. Je salue la clairvoyance des Congolais de partout, particulièrement des Kinois qui ont toujours les yeux ouverts et qui sont attentifs. Je revois à la prouesse de l'année 98, lorsque justement les mêmes forces avaient failli renverser le pouvoir à Kinshasa, comment nous les Kinois, à bras le corps, nous avons eu à maîtriser certains infiltrés. Il est important, lorsqu'on met la main sur ces infiltrés, si je peux me répéter, que nous les amenions vers les instances habilitées. Nous n'avons pas le droit d'user de la justice populaire. La justice est l'apanage du pouvoir et même la violence, c'est la force et à la loi et aux institutions qui sont établies pour cela. Donc nous demandons à tous les Congolais, d'où qu'ils soient, quand bien même, et il y a de mauvaises habitudes, quand même avant cette guerre, quelqu'un qui commet un accident c'est un accident, nous voyons des gens qui s'en prennent aux pauvres conducteurs. Et pourtant, ce n'est qu'un homicide préterintentionnel où, en conduisant, quelqu'un traverse sans le savoir, mais on s'en prend et au chauffeur et au véhicule. Donc, dans les cas d'espèce, nous allons revenir à ce qui nous concerne. Lorsqu'on met la main sur un ennemi, un infiltré, membre du M23 ou un Rwandais, il ne nous revient pas, nous, population, quel que soit le nombre. Nous l'attrapons, nous l'amenons devant les instances habilitées dans les cas d'espèce, devant les forces armées ou au niveau de l'auditorat qui est habilité justement pour juger et pour s'occuper de tels cas. Il ne revient pas à un seul de se rendre justice, de brûler surtout en outre-terre. Pendant que nous sommes victimes de cas de graves violations des droits humains, il ne nous revient pas d'être listés parmi ces... Parce qu'il y a un grand complot contre notre République. Nous devons être vigilants et prudents pour que cela ne se retourne pas contre nous. Parce que ceux qui ont appris le droit international, qui connaissent la définition de génocide, il n'y a pas un génocide justement, même à nos côtés ou même plus loin, qui ait enregistré plus de morts que ce que nous avons enregistré en République démocratique du Congo. Et il nous revient d'en parler. De ne pas être justement ces instruments de propagande de ces forces négatives. Une information que nous ne vérifions pas, nous nous mettons à la divulguer. Nous faisons le jeu justement des ennemis de la République et nous devons être prudents là-dessus. Heureusement que de plus en plus, il y a une évolution sur le plan juridique que la cybercriminalité sera sanctionnée. Certaines infractions qui sont commises, la diffamation ne s'arrêtera pas seulement dans des déclarations, mais lorsque vous véhiculez
où vous vous servez d'être un canal de transmission de fake news ou être un instrument de propagande de ces forces négatives, vous pouvez aussi être poursuivi. Il nous revient d'être prudent parce que nous vous aurons averti. Voilà, Monsieur le ministre de la Solidarité. Merci, Monsieur le ministre Mouyaya. M'a demandé si j'avais une idée de ce que j'attendais à l'issue de ce téléthon que nous lançons le lundi prochain. Notre attente est énorme. Elle est énorme à la mesure de l'immensité du drame commis à l'est du pays et dans le Grand Bandundu. Il y a d'abord le drame psychologique pour les parents, pour les maris, pour les épouses. Certains ont vu leurs époux décapités devant eux, devant les enfants. Certains ont vu leurs épouses violées devant eux, devant leurs enfants. Un drame psychologique énorme. Quelle peut être notre capacité d'apaiser ces émotions? Peut-être que la réponse du ministre des Droits humains dans la justice transitionnelle pourra nous permettre d'y répondre. À moi, en ce qui nous concerne sur le drame matériel, lorsque les gens qui sont poursuivis dans la barbarie par les terroristes, ils quittent leur maison sans rien du tout, ils laissent leurs biens, ils laissent leurs semences, ils laissent leurs récoltes. C'est difficile pour eux de supporter. Qu'est-ce que nous pouvons apporter comme solution à ce drame-là? C'est pour cela que, répondant à l'appel du président de la République, nous insistons, nous essayons d'amplifier ce message du président de la République pour qu'il y ait l'amour. L'amour qui est le thème de notre téléthon, l'amour du pays, l'amour de la patrie, mais aussi parce que nous sommes un peuple chrétien, il faut l'amour du prochain. Qu'est-ce que nous allons faire pour ces parents traumatisés qui ont perdu les leurs, qui ont perdu leurs biens? Quand vous voyez les images, vous voyez la traînée de ces sinistrés, ils n'ont rien du tout. Ils ont tout perdu. C'est pour cela que la grande attente, c'est celle de souscription à cette campagne que nous venons de lancer. L'attente est énorme, le drame est énorme. Nous appelons à la sensibilité de tous les Congolais d'entendre ce message, cet appel du président de la République, pour que nous puissions essayer tant soit peu de les soulager. Voilà, merci. On va prendre la prochaine question de Stani Boujakera. Monsieur le ministre Stani Boujakera, je voulais juste revenir sur les communiqués tout à l'heure de FRDC sur la situation qui s'est passée à Rutshuru. On voulait savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé. Je n'étais pas là au début, je ne sais pas si vous avez déjà évoqué la question, mais on voulait savoir comment, je lis les communiqués de FRDC, mais qui disent nous allons riposter si nous sommes attaqués par les M23, alors que les FRDC doivent travailler pour nous débarrasser de ces rebelles terroristes. Est-ce qu'on va se limiter simplement aux déclarations, aux dénonciations, alors que ce sont nos populations civiles qui sont tuées et tout ça? Comment se présente d'abord la situation à Rutshuru, la situation sur terrain, et comment on compte réagir face à cette crise aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs volets dans votre question. Rutshuru, c'est d'abord de manière générale, et puis il y a la situation particulière à Kishiché. Depuis vendredi, vous avez observé qu'il y avait une relative accalmie. Même si nous l'avions dit ici, on observait que l'ennemi s'approvisionnait ou faisait comme une forme de réorganisation de ses éléments, jusqu'à ce qu'il y a eu provocation aujourd'hui. Mais vous connaissez le principe, c'est que les forces armées sont dans une position où lorsque vous êtes attaqué, vous êtes bien obligé de vous défendre, parce que nous sommes respectueux des mots des présidents de la République de la région coulés dans les communiqués qui a sanctionné les mini-sommets de Luanda.
et que de toute évidence, l'option de la force, elle est déjà bien définie dans ces communiqués, qu'à un moment ou à un autre, les FARDC et la force régionale finiront par faire ce qu'ils doivent faire. Donc c'est sûr qu'il y a encore des questions opérationnelles ou logistiques liées au déploiement de Kenya, mais les moments venus, il y a un plan opérationnel qui est prévu et les attaques se feront si ces gens ne veulent pas souscrire au schéma de la paix. Alors, sur ce qui s'est passé, à Kishiché, nous avons tous suivi que dans les positions, dans les localités, les territoires qui sont occupés par les terroristes du M23 et les RDF, les populations sont très hostiles. Et il y a évidemment dans chaque partie du pays des jeunes qui disent non. Et lorsque les jeunes disent non, ils sont pris pour cible. Et donc vous avez suivi notamment ce qui était fait la semaine dernière, des embuscades, et qui a eu visiblement une action de représailles qui se faisait de manière aveugle. Et donc il faut vous rapprocher aussi du côté de la MONUSCO parce qu'ils vous diront il y a très peu d'informations parce que c'est un territoire qui est occupé et parce qu'après les massacres, ils s'attellent à évacuer pour que la zone ne puisse pas être vue, mais il y a des témoins qui sont sur place, qui renseignent. Il y a même un médecin qui parle de 120 morts. En tout cas, lorsque vous discutez avec le groupe d'études sur les Congos, lorsque vous discutez avec Human Rights Watch, tous vous disent qu'il y a eu une situation grave qui s'est produite, mais parce que c'est une zone qui est sous occupation, des terroristes qui s'attellent à nettoyer la salle Bézonne, il y a des difficultés à voir les dernières statistiques. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un minimum de 50 et les chiffres pourront malheureusement être plus gros dès qu'on arrive à tout réunir. C'est pour ça que de commun accord, il y a des dispositions qui sont prises notamment avec la MONUSCO pour s'assurer d'aller sur place et de vérifier évidemment, d'apporter l'assistance qu'il faut apporter parce qu'il y a des maisons qui ont été brûlées, il y a des jeunes qui ont été enlevés, il y a des populations qui ont disparu. Et c'est une question sur laquelle nous nous penchons et dans un prochain briefing, nous reviendrons avec les éléments des supplémentaires dès que nous les avons. Peut-être une dernière préoccupation, vous confirmez les déploiements, on apprend de 750 militaires sud-soudanais. Bon, écoutez, de toute évidence, il y a un plan opérationnel qui prévoyait justement qu'il y ait des militaires soudanais qui arrivent. Avant de commencer ces briefings, je n'avais pas encore reçu confirmation de cela, mais ce ne serait pas étonnant parce que cela avait été prévu. On prépare un briefing dans les jours qui viennent avec le porte-parole de l'armée qui pourra revenir de manière détaillée sur ce qui pourra être dit parce qu'on ne pourra pas dévoiler le plan opérationnel, mais tout au moins sur les effectifs qui sont entendus pour faire ces opérations. Merci. Prochaine question, Serge Tcheka. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Je voudrais poser la première question en rapport avec, vous venez de dire tout à l'heure, à son avènement, le président de la République a une sorte d'ouverture diplomatique. Est-ce que, par ces termes, on peut entendre aussi des promesses que le chef de l'État, notre chef d'État, aurait pu adresser au président rwandais parce qu'il semble qu'en ce moment, il est en train de se plaindre des accords non tenus, des promesses non tenues. Est-ce que cela faisait partie de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui ouverture diplomatique? La semaine passée avec le vice-premier ministre, le jeudi passé justement, Lutundula, avec beaucoup d'optimisme, il avait dit qu'il y avait un plan de sortie, donc garantie de bonnes fins, et que quelques jours après, le chef de l'État lui-même, à travers une vidéoconférence, s'est plaint de mauvais comportements, de mauvaises intentions de M23. Jusqu'à quand la République démocratique du Congo va continuer à croire aux résolutions de sommet de nos voisins qui, à la fin, 20 ans durant, n'ont rien fait pour, en tout cas, arranger la situation à l'est de la République. Et pour terminer, M. Poula, M. le ministre des Droits humains, 5 millions. Vous avez dit à l'ouverture de vos propos des déplacés et des crimes incommensurables. C'est plutôt le ministre de la Solidarité qui a parlé de... Ah oui, excusez, autant pour moi. Mais je pose la question à M. Poula quand même. Dans quelle juridiction, nous, Congo, notre gouvernement, peut amener le Rwanda quand on sait, il y a quelques années, il n'a pas reconnu la
la compétence du tribunal international qui devait juger et l'Ouganda et le Rwanda. Et là, avec tout ce que nous avons sous la main, on doit atteindre quoi? Il faut quoi pour que nous réagissions, pour que nous traînions le Rwanda devant des cours internationales où il pourra être jugé? Voilà, donc à votre question, d'abord ici, il n'y a pas de promesse que le président de la République a faite à son homologue. Je pense avoir répondu sur la question ici. Si ce n'est la promesse d'avoir une relation normale entre États, si ce n'est l'engagement à construire une relation mutuellement avantageuse pour nos populations. Et aujourd'hui, nous avions fait beaucoup de pas parce que le choix stratégique que le président de la République avait fait était un choix qui était risqué parce que notre opinion publique avait justement des doutes sur la sincérité du voisin. Et ces doutes, malheureusement, se confirment aujourd'hui en regardant l'attitude. Mais à quelque chose malheureusement parce que ça nous permet de comprendre qu'avec les voisins, on n'a pas besoin d'une République démocratique du Congo en paix, on n'a pas besoin d'une République démocratique du Congo qui se développe, on a besoin d'une République démocratique du Congo affaiblie sur laquelle on pille pour se construire. Sinon, lorsque nous étions à Goma en juin de l'année dernière, il y a eu des accords qui ont été signés publiquement, qui portaient sur d'accords de double imposition. C'est des accords de facilité pour les populations qui traversent jour et nuit. Il y avait un accord qui prévoyait un mémorandum d'intention qui prévoyait une collaboration entre Sakima et une société rwandaise dite Limited. En dehors de ça, il n'y a rien. Pour ce qui reste, c'est une machine de propagande, justement, qui vise à salir l'image du président de la République, parce qu'ici, la volonté du Rwanda, et le président Kagame l'a dit hier à demi-mot, c'est de déstabiliser le président Tshisekedi et de faire de son mieux pour que le président Tshisekedi ne soit pas réélu. Toute cette gymnastique, c'est justement parce qu'il a compris que le Congo est sur la voie de la renaissance. Disons-nous les choses franchement, pour amorcer les deuxièmes volets de votre question. Si nous reconstruisons notre dispositif militaire, est-ce que les Rwandais vont bouger? Nous sommes en train d'y travailler parce que la complexité de la question, c'est peut-être la dimension du recul que nous tous nous devons avoir. Nous voulons apporter des solutions à des problèmes vieux, qui sont des problèmes structurels. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, même les recours aux forces régionales, c'est des solutions palliatives, c'est des solutions de court terme, juste pour nous permettre d'avoir un peu plus de temps pour conduire, comme nous devons le conduire, les processus de réforme qu'il a commencé. Je vous ai dit qu'il y a une loi de programmation militaire qui a été adoptée après 10 ans de navette à l'Assemblée nationale. Nous l'avons adoptée en une semaine parce qu'il y avait justement la volonté d'y arriver. Aujourd'hui, on a une politique de la défense. Aujourd'hui, les moyens, les structures sont mises en place pour que nous puissions commencer un cercle vertueux, une dynamique positive avec notre armée en partant des défis du moment. Et donc, mais tout ça, ça gêne de l'autre côté. Ça gêne parce qu'une armée forte en RDC, ça devient compliqué pour les autres de continuer les processus de pillage. Nous ne sommes pas belliqueux, on n'envisage pas d'aller attaquer les voisins, mais on veut assurer la défense de notre territoire national et son respect. Alors, vous avez parlé des garanties de bonne fin. L'engagement qui a été pris à Luanda, c'est un engagement des chefs d'État et des différentes organisations. L'Union africaine, à travers le processus de CIRGL, piloté par le président angolais. Vous avez la conférence les pays de l'Afrique de l'Est qui ont été représentés par le président burundais, les communiqués engagés pas seulement le président, mais toutes les communautés. Et les garanties de bonne fin y ont été mises parce qu'il est assorti d'un calendrier. Nous savions dès le départ qu'il y aurait des réalités sur terrain qui feraient que les choses soient compliquées, mais ici, l'option de la force n'est plus du tout à discuter. C'est des choses qui se feront et le moment venu, nous allons les constater parce qu'on ne va pas vous dire on annonce demain qu'on commence, mais vous sentirez qu'il y a une action, mais les gens ne font pas le choix du respect de la volonté des chefs d'État coulés dans ces mini-communiqués. Monsieur le ministre Pouela. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Communication et Médias. Oui, le Rwanda est derrière la plupart des graves crimes contre le droit international et le droit humanitaire
que nous connaissons en République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies. Avant de répondre précisément à votre question, à ce moment, il se passe des consultations nationales sur le plan interne pour les autres crimes commis en République démocratique du Congo dans le cadre de la justice transitionnelle dont nous avons parlé. Et nous avons dit que parmi les piliers de la justice transitionnelle, il y a outre la vérité, il y a la justice, il y a la réparation, la justice et les garanties de non-répétition. Mais quelle justice il faut? Il revient aux différentes victimes de déterminer le genre de justice qu'elles veulent, ces victimes, quoi qu'elles veulent. Et parce qu'il peut arriver, et cela est souvent le cas, qu'il y ait une certaine méfiance entre la justice nationale, la justice locale, dans la mesure où la plupart des donneurs d'ordre, des auteurs moraux, sont dans les institutions, et qu'il y ait une certaine complicité ou une protection de ces hommes forts qui donnent des ordres. Ainsi, on peut recourir à la justice internationale. Tout comme on peut avoir des chambres mixtes. Avec les consultations nationales, le chef de l'État avait instruit dans ce sens pour que des facilités soient données afin que ces consultations nationales aient lieu dans l'ensemble de la République. Nous sommes en train d'y travailler très sérieusement. C'est une sorte de référendum. On rencontre les victimes, on pose des questions sur le genre de réparation, sur la vérité, sur ce qui s'est passé. C'est une sorte de réparation et les gens s'étonnent. On nous pensait avoir été oubliés et le gouvernement ne nous oublie pas et vient pour amorcer un processus de réparation. Cela ne s'était jamais fait alors que ce sont pour la plupart des crimes qui étaient commis avant nous. Mais aussi, dans ce cadre-là, nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts, nous aussi. Parce que d'autres ont fait de ce qu'ils ont connu par le passé comme un fonds de commerce. Nous aussi, tous les massacres que nous avons connus, à Kasika, à Mwenga, on a enterré vivantes des femmes, nous érigerons des stèles aussi, des mémoires de souvenirs avec des noms de toutes les victimes, y compris ici à Kinshasa. Les victimes que nous avons connues durant les différentes manifestations, nous connaissons les problèmes de Maluku. Alors pour revenir sur votre question, même si le Rwanda n'est pas parti au statut de Rome, mais il ne reste pas moins vrai que le Rwanda fait partie de pays membres des Nations Unies. Et les Nations Unies ont plusieurs systèmes de sanctions et de justice. D'abord sur le plan politique avec le Conseil de sécurité, mais aussi des systèmes judiciaires qui sont prévus dans le cadre des Nations Unies. Il nous revient, nous, Congolais, de prendre conscience, de nous approprier de notre situation, de véhiculer le plus que possible les cas de violation des droits humains dont nous sommes victimes et parler des cas concrets que nous avons afin que la communauté internationale soit finalement sensibilisée. C'est un grand effort dans la mesure où eux déploient plus d'efforts, mais nous, il nous revient de les dépasser parce que c'est pas les nombres, ce n'est pas les moyens qui nous manquent, afin que nous aussi, ces cas que nous avons connus deviennent également un fonds de commerce politique pour que la communauté internationale se réveille. Dans quelques jours, notre président de la République sera à Washington. Je ne révèle pas son agenda, puisqu'il y aura un dialogue sur les droits humains, mais aussi un dialogue sur la démocratie. La République démocratique du Congo connaît beaucoup d'avancées sur le plan des droits humains. Sur une loi venait d'être votée à l'Assemblée nationale, aujourd'hui même au niveau du Sénat, sur la répression des trafics d'êtres humains, mais aussi sur les réparations. Ce sont des outils forts qui nous mettent en première carton, comme on l'appelle, sur le plan de droits humains, qui nous mettront en position de bénéficier de beaucoup d'attention sur le plan international, mais aussi, nous-mêmes aussi, à nous prévaloir de tous ces atouts, de tous ces avantages, afin que la communauté internationale comprenne qu'il faut une justice pour les victimes, pour les millions de victimes en République démocratique du Congo. Toutes nos victimes, du nord aussi, de l'est à l'ouest, n'attendent que justice. Et ce jour arrivera. Voilà, on va demander à la technique de nous balancer les spots sur les télétons du ministre Mutinga. Comme ça, il aura l'occasion de nous expliquer
comment cela devra se dérouler le lundi prochain. Congo Avenir. Mokaya Bako. L'ennemi. Je vous remercie. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, comment cela va se décliner? J'ai aimé tout à l'heure la question qui m'a été posée sur l'attente du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale sur ce téléthon. Je disais que notre attente était immense au regard des besoins humains, des besoins importants de la population qui est en divagation dans les territoires de Rutshuru jusqu'à Goma, dans les territoires de Bonangana jusqu'à Rutshuru, ceux qui sont partis de Kibumba, ceux qui sont partis de Kwamut, ceux qui sont partis de Bagata. J'avais oublié de répondre à la question sur notre assistance à Bagata. Je voudrais que mon collègue qui a posé la question tout à l'heure sache que l'action humanitaire du gouvernement était bien arrivée à Kwamutu et que, en ce qui concerne Bagata, une délégation importante conduite par 5 députés nationaux, à la tête de qui on avait l'honorable Del Mambo, originaire de Bagata, avait apporté l'assistance suffisante de ce côté-là. S'agissant de ce qui va se passer le 5 décembre prochain, c'est cette attente, cette réponse de générosité, ces dons en nature, ces dons en numéraire qui peuvent être mis à la disposition de la Caisse de solidarité nationale pour apporter secours aux populations qui sont en détresse à Kanyamachura, à Goma et dans d'autres provinces, particulièrement la province du Kwangu et la province du Kivu et de Maïdum. Notre téléthon, les résultats vont concerner toutes ces provinces. Nous ne faisons pas la discrimination. Comme j'ai dit, on attend les dons en nature et en numéraire. En ce qui concerne les dons en nature, nous avons négocié un partenariat avec Caritas Congo pour tout ce qu'on peut avoir comme dons, savon, sucre, du riz, de la farine, de l'huile, etc. Ces dons, nous allons les mettre à la disposition de Caritas Congo pour l'acheminement à destination. En ce qui concerne les dons en numéraire, nous avons ouvert 3 comptes bancaires chez Equity Bank, chez Rabank et chez TMB. Nous avons ouvert ces comptes sur ces banques-là et nous appelons également à ceux qui ne peuvent pas passer par la banque de passer par les transferts monétaires auprès de Vodacom, auprès de Africell, RTL, etc. Tous les numéros sont indiqués et les fonds récoltés ne vont pas être mis à la disposition de n'importe qui. Il y a un lien technique, numérique. Lorsqu'on pose l'argent, ça passe directement sur le compte de la Caisse
de solidarité nationale et de gestion humanitaire de catastrophes. Et que, soyez rassurés, les vigilants de l'inspection générale des finances, le GF, sera là parce que nous faisons tout au nom du pouvoir public. Il faut rappeler que cette caisse a été créée par le gouvernement. Cette caisse a été créée à l'initiative du Premier ministre par le décret 05 du 19 novembre 2022. Et le président de la République suit de près le fonctionnement de cette caisse. D'ailleurs, au cours du Conseil des ministres, le tout dernier, il a demandé que les moyens conséquents soient mis à la disposition de cette caisse afin de répondre à la demande sociale des sinistrés. Voilà, merci beaucoup. On va prendre la dernière série des questions. Allez-y. Monsieur le ministre des Affaires sociales, c'est bon d'appeler à la solidarité nationale. Est-ce qu'on peut savoir ce que déjà le gouvernement... Vous pouvez dire votre nom, s'il vous plaît. Didi Mavambu. C'est que le gouvernement a déjà décaissé comme fonds au profit de tous ces déplacés. Je ne fais pas allusion seulement à ceux de Goma, du Nord Kivu, et également de l'Ituri et de Kwamous. Au ministre des droits humains, les enfants sont considérés comme boucliers humains. C'est extrêmement grave, surtout pour les familles de ces enfants. Quelle peut être maintenant la démarche du gouvernement qui est décidé à imposer la paix par voie de guerre pour préserver en même temps les vies de ces enfants-là, innocents? Voilà, on prend la prochaine question. On enregistre, chers collègues, pour faire une économie de temps. C'est Félix Matoudi, journaliste à Bio-Intelligent. Ma question, je l'adresse au ministre des Droits humains. Au regard des cas de violation des droits de l'homme que vos services ont documentés, est-ce que le processus de Nairobi va supprimer les infractions commises par les groupes armés qui participent aux travaux de cette démarche pour la paix à l'est de l'RDC? Merci. Merci beaucoup, Paul Matendo, Radio Okapi. Ma question est transversale, ça concerne les droits humains, les réactions du gouvernement, les affaires sociales. Ici, une fois, j'avais dit que la situation de Kwamut était progressive, évolutive, et que ça se jouait à l'entrée de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est la commune de Maluku qui est attaquée. Je ne me fonde pas sur des réseaux sociaux, mais c'est des sources sécuritaires. C'est une information sûre. Il y a quelques jours, l'un des villages de Maluku a été attaqué. On a enregistré 13 morts. Quelle est votre réaction? Merci. Merci. Les deux dernières, s'il vous plaît. Je m'appelle Mbelechi, je travaille pour la BBC. Ma question, je l'adresse au porte-parole du gouvernement. Le pourparler de Nairobi continue, malgré ils ont été suspendus, mais je sais qu'ils vont continuer. Et ceux qui échangent avec les gouvernements là-bas, ce sont les groupes armés locaux qui se disent être des forces d'autodéfense. Monsieur le ministre, les M23 qui semblent être le plus dangereux ne participent pas à ces dialogues. Est-ce que pour échanger avec les groupes armés locaux, il fallait aller à Nairobi, ou vous préconisez aussi échanger avec ces groupes locaux ici en République démocratique du Congo au lieu de chaque fois d'aller à l'étranger? Parce que ils se disent être des Congolais, ce sont des groupes d'autodéfense. Est-ce que ce n'était pas le moment pour nous, Congolais, gouvernement, d'échanger avec les groupes armés locaux au lieu, parce que les M23 qui se dit aussi défendre la terre, un groupe de Congolais, ne se sent plus concernés. Est-ce que ce n'était pas le moment de s'asseoir autour d'une même table avec les groupes armés locaux? Merci. Gilbert Fondi, une question pour Excellence Patrick Muyaya. Des millions de morts depuis. Aujourd'hui, pourrons-nous dire qu'il y a génocide en RDC? Si oui, à quel niveau seraient les responsabilités? Merci, je pense que mon collègue des droits humains est plus utile que moi pour répondre à cette question, heureusement. Allez-y. Merci, Excellence. James Mouchia pour Actutemps en télévision. Une question pour le ministre des Solidarités. Alors, les besoins est chiffré. Ils font combien en termes de chiffres
pour venir en aide aux déplacés. Merci. Voilà, je veux ouvrir les balles de réponse avant que mes collègues ne prennent le relais. Pour dire ceci, Monsieur Paul Matendo, vous avez vu depuis plusieurs semaines maintenant que nous nous réunissons autour du Premier ministre au moins 2-3 fois la semaine pour faire le point de la situation sécuritaire. Évidemment, nous commençons toujours par la situation humanitaire parce qu'elle est préoccupante, notamment dans le Nord Kivu, à Kanyaruchinya. Le ministre que vous voyez, il s'est rendu depuis le 20 octobre au moins 2 à 3 fois. Il a fait des allers-retours et ses équipes sont constamment sur place, pas seulement pour apporter l'appui, mais aussi pour faire l'état des besoins de manière régulière. On sait qu'ils ont besoin d'abri, besoin d'eau. Et aujourd'hui, nous avons commencé la réflexion parce que nous avons vu que dans la stratégie de l'ennemi, c'est de réussir à asphyxier Goma pour que Goma manque de vivres et de quoi s'approvisionner. Donc nous travaillons aussi pour des mesures préventives en fonction de cette volonté malveillante de l'ennemi. De toute évidence, on ne peut rien entendre des différents de ceux qui sont labellisés terroristes. Ensuite, nous parlons de la situation de Kwamout, de comment la situation évolue sur tout le plan, sur le plan humanitaire, mais sur le plan aussi des efforts qui sont faits pour arriver à régler les problèmes. Aujourd'hui, il y avait évidemment de menaces massives qui ont été plus ou moins circonscrites. Il y a eu éparpillement et qui opèrent tantôt à gauche, tantôt à droite, dans l'objectif d'essaimer la terreur. Mais quoi qu'il en soit, je ne dévoilerai pas ici les détails de la stratégie qui nous a été dévoilée par la police. Au-delà de l'armée qui s'était déployée, il y a les éléments de la police qui vont se déployer sur tous les sites qui sont déjà préalablement identifiés, que ce soit à Mansambio, que ce soit à Kwamout, dans toutes les parties où les menaces sont perceptibles parce qu'il semble qu'ils opèrent parfois par les fleuves. Ils attaquent des embarcations pour poser leurs actes criminels. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont suivies de près. Au-delà de cela, il y a la composante justice. Parce que vous avez suivi qu'à la dernière réunion, nous étions avec l'auditeur général, parce qu'ici, nous faisons aussi le monitoring de comportement des hommes en uniforme. Il a été établi, en tout cas, il y a eu des rapports clairs qui disaient que certains hommes en uniforme ne se sont pas bien comportés à Kwamout. Je ne voudrais pas dévaler les nombres, mais vous suivrez les procès s'efférents en chambre foraine pour vous permettre de suivre de près, parce qu'il y a un besoin de justice pour dissuader ceux qui, de part et d'autre, pensent au profit des situations qui sont déjà difficiles à gérer comme celle-là. Donc, bien au-delà de cette composante justice, il y a la composante dialogue avec les différentes communautés qui est en cours. On va faire cette combinaison des efforts pour nous assurer que la paix est restaurée dans cette partie du pays. Mais entre-temps, pour ce qui concerne les déplacés, mon collègue s'en occupe au quotidien pour être sûr que les appuis nécessaires sont apportés. Je veux vous passer la parole, Monsieur le ministre de la Solidarité, pour répondre aux préoccupations qui vous concernent. Ce que nous avons déjà fait depuis que les hostilités et qu'il y a une succession de déplacements massifs de population, il faut noter qu'en ce qui concerne l'Ituri, nous avons été plus de 4 fois. Nous étions à Irumu, nous étions à Djougou et nous sommes à Dodoro, comme ça j'ai difficile à prononcer, à Mituri. Nous sommes revenus à Goma, au-delà de l'intervention gouvernementale 48 heures après l'éruption du volcan de Nirangongo. Nous avons été à Kanyabanyunga, nous avons été à Kanyaruchina et nous continuons à apporter l'aide qu'il faut à la population. Dans le Grand Bandundu, nous avons été à Bandundu-Ville, nous avons été également à Kwamout, je l'avais dit tout à l'heure, et plus proche de nous, parce que vous l'avez évoqué, nous avons été à Bankana, à Mongata, et nous avons créé un site qui fonctionne, qui reçoit ceux qui viennent de Kenge et d'ailleurs à Maluku. Ce site fonctionne, nous y avons apporté les vivres et les non-vivres. Je ne saurais pas vous donner les chiffres, mais ce qu'il faut savoir, que nous apportons
les vivres, nous apportons les non-vivres, nous apportons de l'eau. Par exemple, dans la ville de Goma, il n'y a aucun ruisseau, il n'y a aucune rivière dans ce territoire. C'est le seul territoire de la République démocratique du Congo où on ne trouve pas de l'eau. Nous avons à dépenser pour 15 litres d'eau par sinistré. Par mois, il faut 10 000 $ par sinistré. Donc, la tâche est difficile. C'est pour cela que nous demandons la générosité de tous pour que nous puissions apporter l'aide qu'il faut. Voilà. Voilà, la question de Mbelechi, j'y reviendrai pour terminer, je n'ai pas oublié. La question sur le pourparler de Nairobi. Monsieur le ministre des Droits humains. Merci beaucoup. Je commencerai par la question de M. Didier Mavambou. Je pense que j'avais bien suivi. Les enfants sont considérés comme boucliers humains. Qu'est-ce que l'État entend faire? Je pense que c'est bien l'orientation. L'armée, est-ce qu'il faut attaquer ou, vous savez, nous sommes dans une situation d'ensemble. Le pays est agressé par des forces étrangères. Ce n'est plus un secret à travers le M23. C'est l'effort dans la défense et des enfants et des femmes qui sont violées, mais aussi des infrastructures scolaires et même hospitalières qui sont saccagées. Ça va ensemble avec cet effort de pacification, l'effort que déploie et le chef de l'État et les autres forces en présence pour la libération de la République démocratique du Congo. Mais d'ores et déjà, nous devons savoir que c'est extrêmement grave d'utiliser, d'abuser des enfants qui sont enrôlés, non seulement enrôlés de force, mais qui sont également utilisés comme boucliers humains. Et c'est dans une quête commune de libération du pays que le gouvernement s'emploie à cela. La deuxième question, je pense que c'est le journaliste Biwan, je n'ai pas retenu les noms. Félix Matuidi. En droit, et les praticiens du droit et même ceux qui sont en politique savent qu'il y a un dicton qu'on a un peu déformé qui dit que, enfin, ce qui est toujours dit, c'est que le pénal tient le civil en état. Mais on dit aussi que la politique tient le droit en état. Mais heureusement qu'il y a des limites. Il y a des limites. La politique ne tient pas toujours le droit en état dans la mesure où, même lorsque le chef de l'État doit accorder la grâce présidentielle, ou lorsque certains prisonniers doivent bénéficier de la libération conditionnelle, c'est politique. Mais ceux qui ont commis des crimes d'une certaine gravité, ceux qui ont commis le viol par exemple, ceux qui ont commis des actes d'homicide ne peuvent pas bénéficier de la libération conditionnelle. Mais c'est aussi des cas des accords. Parce que vous avez dit, est-ce que le processus d'accord, le processus de Nairobi va supprimer certaines infractions? Non, le processus de Nairobi ne peut pas supprimer des infractions. On ne peut même pas mettre à l'abri parce qu'il y a certaines infractions qui sont imprescriptibles. Les crimes contre l'humanité, les actes de génocide, les actes que nous déplorons ici, ce sont des crimes imprescriptibles, même s'il y a un accord. Mais lorsqu'il est constaté que ces actes-là ont été commis, même s'il y a un accord, vous devrez être poursuivi et vous devez répondre de ces actes-là. On ne peut pas transiger sur certaines infractions qui ont une certaine teneur pénale et reconnue telle qu'elle par les instruments internationaux. 13 morts à Maluku, oui, je pense que les collègues sont revenus sur cela. Nous devons nous battre, nous devons conjuguer tous les efforts et le gouvernement est en train de travailler pour non seulement mettre un terme à ces morts, mais aussi aux victimes qui sont regroupées partout où l'État doit répondre à ses obligations régaliennes. L'État ne doit pas être absent, puisque c'est ce qui amène justement ce que nous déplorons aujourd'hui, que l'État ait une certaine responsabilité qui appelle à une certaine réparation. Pour la question du processus de Nairobi par rapport aux groupes armés locaux de Nairobi, cela ne nous a pas été posée. Nous vous convions, pour vous qui avez posé la question sur le génocide, en tout cas dans les jours qui viennent, nous allons, après le passage de Madame la secrétaire adjointe des Nations Unies chargée de la prévention du génocide, nous organiserons
une réflexion. Nous espérons que tout pourra être réuni. Mais au regard des éléments en présence, parce qu'il y a génocide lorsqu'on s'attaque à un groupe, au regard de ses convictions religieuses, au regard de son appartenance ethnique ou son appartenance politique. Et lorsque vous examinez, lorsque vous analysez les cas de la République démocratique du Congo, des Congolais qui sont massacrés tout simplement pour seul crime parce qu'ils sont des Congolais, parce qu'ils occupent leurs terres à l'est de la République, est-ce que tout n'est pas réuni pour qu'on parle justement de génocide congolais? Nous vous convions à ces séances de réflexion, à cet atelier que nous organiserons avec des grands professeurs de droit, des sciences politiques, pour qu'enfin nous puissions avoir les mêmes entendements et en parler à travers le monde. Voilà, on va terminer ces briefings. Je veux répondre rapidement à la question de Mbelechi. Pourquoi vous parlez à Nairobi? Je pense que si vous avez suivi la séquence ou les séquences de discussions depuis qu'elles ont commencé, il y a eu des discussions qui se sont faites en RDC. Vous vous souviendrez que le professeur Chibangu, le mandataire spécial du président, était à Beni, était à Bunia, était à Bukavu, était à Goma. Et donc, Nairobi, c'est sûrement un endroit plus neutre, peut-être parce qu'il y a des problèmes de confiance, des discussions autour de ceci ou de cela, et parce que c'est les cadres fédérateurs qui permettent notamment aux autres chefs d'État, à la facilitation, de s'assurer que tout est fait. Mais pour ce qui concerne, nous l'avons montré la dernière fois, la volonté du président de la République est bien claire. Que ce soit à Nairobi, que ce soit en RDC, l'essentiel n'est pas d'abord les lieux, l'essentiel c'est de s'accorder pour arriver à faire déposer les armes, à les faire intégrer dans le processus de DDR-RCS, les retourner à la vie civile et avoir cette région pacifiée. Au sujet du M23, notre position elle ne change pas, parce qu'ici il est hors de question de donner la prime à la violence. Nous l'avions dit, tant qu'ils ne quitteront pas les localités occupées, ils ne viendront pas à la table des discussions, et vous connaissez déjà l'alternative qui a été décidée par les chefs d'État. Je pense que sur cette question, cela doit être bien clair, notre ligne à ces sujets ne changera pas. On va terminer ces briefings. Je vais demander juste après notre départ qu'on rediffuse les spots d'annonce de la campagne de solidarité. Nous encourageons tous ceux qui sont de bonne volonté à y participer, parce que le gouvernement y participe et y participera pour montrer notre élan de solidarité autour de cette campagne. Nous nous satisfaisons aussi de voir qu'à ces jours, on a plus de 12 000 recrues pour les forces armées dans le rapport qui nous a été fait par le chef d'état-major général adjoint au cours de notre dernière réunion. Ça signifie que l'appel à la mobilisation du président de la République a été bien comprise. Au-delà de la situation de terrain que vous suivez, vous avez suivi hier les propos dont on a parlé ici, qu'il y a une volonté politique claire de perturber ou d'interférer dans notre processus électoral. Mais tout ça, c'est des plans que nous connaissons, c'est des plans que nous allons déjouer parce que le président de la République nous a recommandé la vigilance et la défense de la patrie. Je vous remercie et nous nous revoyons une prochaine fois. Merci à vous aussi, chers collègues, d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. C'était un plaisir. Merci. Le Congo porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, pendant qu'elle observe scrupuleusement le cessez-le-feu, conformément à la décision des chefs d'État prise au mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M23 ont attaqué ce jeudi 1er décembre 2022 les positions des FARDC tenues par le 34 10e régiment d'infanterie à Kalima, à hauteur du pont sur la rivière Rwindi, dans le Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.